Moi, je vais vous parler, pardon, attends, je suis pas sur le premier slide. Hop, voilà, le premier slide, c'est celui-là. Jean-Baptiste Bosson, je suis glaciologue et je travaille aujourd'hui dans une asso qu'on a créée toute jeune qui s'appelle Marge Sauvage. Je suis membre du Conseil national de la protection de la nature en France et du Conseil national de la montagne, où j'accompagne l'État sur les politiques publiques, toutes ces thématiques. Et puis j'étais à l'Université de Lausanne, à l'IUCN, donc l'Union internationale de la conservation de la nature, qui est un peu l'ONU pour la nature, si vous voulez, et puis pendant un petit moment au Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie qui s'appelle Aster. Donc moi, je travaille vraiment sur cette question, c'est pourquoi et comment protéger les glaciers et ceux qui leur succèdent. Et ce dont je vais vous parler ce soir tourne beaucoup autour du travail qu'on mène depuis 4 ans dans le cadre de ce projet qui s'appelle Ice and Life, que j'ai créé vers 2020 avec plein de partenaires, comme vous pouvez voir, académiques, français et suisses, donc des labos de recherche, parce que c'est le background qui est très scientifique. Et puis, vous voyez qu'il y a des fondations, des marques de outdoor, différents partenaires sur ce projet. Et donc, vous voyez, l'intitulé du projet, c'est Connaître et protéger. Vraiment, ils cherchent à faire ce cycle-là, développer de la connaissance, la plus utile possible, la partager, que ça reste pas dans des publis payantes en anglais que personne lit et dont personne n'a accès. Et puis le vrai but étant de transformer politiquement la relation aux glaciers et aux écosystèmes qui se forment après le retrait glaciaire. Donc la science a le socle initial et la science est le kit de démarrage, mais la vraie fin est politique au sens noble du terme, qui est d'activer des politiques publiques, de transformer des territoires. Euh, on m'a demandé de faire un tout petit peu des éléments de contexte sur l'enjeu des glaciers. Bon, j'imagine que c'est bien dans l'actualité que tout le monde maîtrise bien. Le dérèglement climatique depuis 1850-1900, c'est 1,4 seulement, entre guillemets, global. C'est énorme, mais pour nous, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire pour nous, les humains, 1,4 degrés. Et pour un paysage de montagne, bah, voilà ce que ça veut dire. C'est Bionacé dans le Mont Blanc. C'est la moitié du volume de ce glacier qui a disparu. Et puis, vous voyez, je vous donne juste quelques chiffres là. Sur l'échelle de tous les glaciers alpins, ce signal-là global euh, aboutira à la fonte de 80% du volume des glaciers de 1850. Donc vous voyez, ça n'a pas l'air grand-chose pour nous, ce 1,4 global, mais pour les glaciers, c'est colossal et ça transforme tout. Et puis, on travaille vraiment, nous, sur à la fois ce qui disparaît malheureusement avec les glaciers, et puis ce qui est en train de naître. Et ces fameux nouveaux écosystèmes que je vous montre là, donc là, il y a une forêt primaire que vous avez sur l'image. On dit qu'il n'y a plus de forêt primaire en Europe ou en Europe occidentale. Ben, en tout cas, là, devant les yeux, devant nos yeux, et en temps réel, en train de naître des forêts primaires, des nouvelles zones humides, des nouveaux lacs. Il y a un lac qui est né en 2006 dans cette zone. Plein d'écosystèmes avec une immense valeur. Donc, on travaille vraiment sur à la fois ces glaciers disparaissants et sur l'émergence de nouveaux écosystèmes à très haute valeur écologique. Et puis, bah, regardez, il y a plus que 14 000 nouveaux lacs juste qui viennent de se former juste depuis les années 90 sur Terre. Donc c'est colossal. La fonte des glaciers, elle a des conséquences qui sont énormes et sur l'ensemble de la planète. Et une des immenses conséquences de ça, on ne s'en rend pas compte à quel point on dépend tous des glaciers. Mais évidemment, quand l'eau fond, elle finit quelque part. Et le niveau marin global depuis 1900 sur Terre, c'est plus 23 cm en moyenne. Donc ça touche tout le monde partout, tout le temps. Euh, je ne vais pas du tout en détail là-dessus, mais dans Ice and Life, il y a une vraie volonté de, comme je vous disais, de développer la connaissance scientifique. Et là, on est en train de finaliser un article sur l'ensemble des Alpes où il s'agissait, en gros, dit autrement, sans l'homme, il n'y a pas ce 1,4 degré global. C'est seulement l'homme. Les travaux du GIEC le montrent très bien. Le consensus scientifique, il est total là-dessus. C'est l'homme aujourd'hui qui est en train de réchauffer la planète. Donc, on a finalisé notamment avec des collègues là, la cartographie de tous les glaciers en Europe en 1850 pour avoir vraiment une vision systémique. En gros, c'est la taille que devraient avoir les glaciers aujourd'hui. Il y avait déjà des travaux de fait, mais il fallait compléter dans certaines régions. Et là, on fait des exercices d'analyse de photos satellites dessus, où on regarde bah, les pixels où il y avait les glaciers dans le passé et qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Est-ce que c'est des rochers? C'est ce que vous avez en orange. Donc ça, c'est l'Oberland bernois en Suisse, le glacier d'Aletsch ici, qui est le plus long glacier des Alpes. Et puis donc on a les glaciers en surface transparente, les nouveaux secteurs sédimentaires qui émergent en marron, les nouveaux lacs en bleu, les nouvelles zones de pelouse alpine en vert, et les nouvelles forêts primaires dont je vous parlais tout à l'heure en vert foncé. Donc ça, on est en train de le faire pour toutes les Alpes, pour avoir une espèce de photographie sur où étaient les glaciers, où ils devraient être, et qu'est-ce qui a succédé aux glaciers. Euh,
pour avoir une vision à une échelle continentale. Donc ça, on est en train d'écrire l'article. Et puis l'année passée, on a publié dans Nature les travaux, notamment de Mathias, qui est en photo ici, qui est un des grands modélisateurs actuels du devenir des glaciers. Et pour la première fois, je pense que c'était un voyage dans le devenir de dire que les glaciers, ce n'était pas que des volumes d'eau, ce pas que des cubes d'eau qui produisent X quantité d'eau quand ils fondent et qui influencent le niveau marin quand ils fondent. C'est aussi des écosystèmes et des habitats pour la biodiversité. Donc, quelle est leur taille aujourd'hui? Quelle sera leur taille dans le futur? Et puis, pour la première fois, de questionner vraiment quelle est la topographie qui est en train d'émerger du retrait glaciaire et donc écologiquement, quels sont les écosystèmes qui vont succéder au glacier. Et vous voyez sur l'animation qui est sur le glacier du Rhône, là à gauche, c'est anticiper quand et quand le glacier va disparaître et qu'est-ce qui peut succéder. Est-ce que c'est des lacs? Est-ce que c'est des zones de parois rocheuses verticales? Est-ce que c'est des futures zones de forêt? Dans les régions arctiques, est-ce que c'est des fjords? Est-ce que c'est des zones marines, etc. Et donc, on montrait, je vous ai juste mis ça en rouge, c'est dans l'abstract là, ce qui va émerger du retrait glaciaire, c'est entre 150 et 350 000 km² d'ici à la fin du siècle, en fonction, en gros, si on applique l'accord de Paris ou si on va vers des scénarios de très fortes émissions. Et donc, c'est la taille du Népal ou de la Finlande, si on colle tout ensemble, qui va apparaître de nouveaux écosystèmes. Donc, c'est colossal, hein, c'est vraiment un des grands basculements écosystémiques, un des plus rapides et plus influents de la planète. Et puis, je pense que ce qu'on essaie aussi de montrer, là, je vous ai juste mis, c'est l'évolution des surfaces dans le temps. Les couleurs, c'est les scénarios climatiques. Donc à gauche, ici, c'est les surfaces glaciaires aujourd'hui. On voit, ici, si on applique l'accord de Paris versus très fort réchauffement, si on n'a pas de politique climat sur Terre. Et puis, qu'est-ce qui apparaît comme type d'écosystème? Je veux juste vous dire, je ne vais pas du tout en détail là-dessus, qu'on montre très bien, et ça je pense que c'est important de le dire, on ne le dit pas assez, que si par miracle on arrive à appliquer l'accord de Paris, on peut vraiment stabiliser le climat et sauver une immense partie des glaciers sur Terre. Et c'était une des questions de la conférence. On disait à quoi ça sert encore de parler des glaciers? Est-ce qu'on peut encore les préserver? Si on applique les accords internationaux et que l'humanité est à la hauteur du défi, c'est juste le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, hein. Mais si on est à la hauteur, on peut vraiment sauver. En fait, la courbe bleue, si on la prolonge dans le temps, elle devient plate et on sauve une immense partie des glaciers sur Terre. Et puis à l'inverse, vous voyez que la courbe, elle peut être vraiment forte, et puis la pente, elle augmente avec le temps. Et en fait, si on va vers un scénario de fort réchauffement, c'est l'extinction des glaciers sur Terre. Euh, je vais assez vite parce que j'ai qu'un quart d'heure et je voulais vous partager plein de choses après un moment de discussion. Euh, Ce qu'on essaie de montrer dans ce projet, c'est que face aux trois grands défis, il y a d'autres défis, mais il y a au moins trois défis colossaux qu'on a sur la table aujourd'hui en tant qu'humanité. C'est les enjeux du climat, les enjeux du cycle de l'eau et des océans et les enjeux du vivant, de la biodiversité. Et que ces écosystèmes, glaciaires et post-glaciaires, ils ont une importance qui est colossale. On parle d'écosystèmes clés de voûte. Ils n'ont pas l'air très importants comme ça, et pourtant ils conditionnent à peu près tout. La première chose, c'est sur le climat. Les glaciers couvrent 10% des terres émergées de la planète de blanc. Ils produisent de l'eau fraîche, ils produisent de l'air frais. En gros, la Terre est tempérée parce qu'elle a des grands glaciers, et la Terre sans glaciers, elle est beaucoup, beaucoup plus chaude. Donc si on veut avoir un climat stabilisé, il faut sauver les glaciers, et pour sauver les glaciers, il faut stabiliser le climat. C'est un cercle vertueux, ou alors on va vers un cercle vicieux où on perd les glaciers et le climat se réchauffera beaucoup plus fort, et ainsi de suite. Et ce qu'on essaie juste de montrer, c'est que rien ne remplace les glaciers, ils sont tellement importants sur le climat, mais qu'à défaut de climat, dans ces zones, si on laisse arriver les forêts, laisse se développer des sols et laisse arriver les planctons dans les zones marines et qu'on ne détruit pas tout, en fait, il y a de la séquestration du carbone. Ce n'est pas ça qui sauve le monde, mais dans un moment où on cherche des puits de carbone en émergence, c'est des puits de carbone en émergence. Deuxième enjeu colossal, évidemment, les glaciers sur le cycle de l'eau, sur la stabilisation des océans. Je ne vais pas en détail, mais c'est énorme leur contribution sur Terre pour stabiliser les océans. L'équivalent des glaciers, c'est 66 mètres marins. C'est-à-dire que si tout fond, le niveau des océans, il augmente de 66 mètres. Donc, toutes les cartes du monde que vous connaissez, vous changez tout la forme des continents. Et là aussi, à défaut de glaciers, ça ne remplace jamais les glaciers. Il y a moins de 5% de l'eau de fonte qui est stockée, mais dans les lacs, dans les zones humides et dans les sols. Voilà. Mais demain, quand on n'a plus de glaciers dans les territoires, il mieux vaut avoir des grands lacs, des petits lacs de montagne ou des zones humides fonctionnelles, parce que demain, on a de l'eau dans les territoires. Et puis, dernière chose fondamentale, sur l'effondrement du vivant, les glaciers sont des habitats pour une biodiversité qui a besoin d'eux. Les glaciers influencent le climat global, le cycle de l'eau global. En fait, la Terre, elle a une certaine biodiversité des écosystèmes avec les glaciers. Son glacier, elle est complètement différente. Donc, il faut aussi agir pour préserver les glaciers, pour préserver et limiter la sixième extinction de masse.
Et puis là encore, à défaut de glaciers, bah, ces nouveaux écosystèmes sont d'extraordinaires sanctuaires et refuges pour la biodiversité. Maintenant, souvent, les gens ils me disent, mais pourquoi vous voulez protéger ces zones et est-ce qu'il y a des enjeux? Je vous donne juste quelques exemples. Bon, évidemment, là, on a parlé de la fonte des glaciers. Donc, les glaciers disparaissent essentiellement à cause du dérèglement climatique. Mais à côté, l'homme, il aime bien mettre des bulldozers et des pelleteuses dans plein de régions du monde. Un exemple ici, c'est une mine à ciel ouvert au Kyrgyzstan. En fait, sans la mine et sans les hommes, le glacier, il est sur la photo. Là, le glacier, il est détruit en temps réel, aujourd'hui, à l'explosif et à la pelleteuse, pour une des plus grandes mines d'or au monde. Ici, c'est des nouveaux lacs qui viennent de naître au Pérou. Et vous voyez que la couleur naturelle des lacs, c'est ce bleu turquoise des farines glaciaires. Et les dépôts au premier plan, ce sont des dépôts de mines illégales où il y a des rejets de cyanuré de mercure. Et donc, pour les populations locales et pour la biodiversité, c'est une catastrophe. Ici, c'est un cas dont Mathieu parlera après, mais c'est un glacier en France où on détruit encore les glaciers à la pelleteuse en France ou en Suisse hein, pour faire du ski. Quand on connaît leur importance, on questionne quand même ça, vraiment. Puis un exemple de domaine skiable où la zone en rouge était englacée en 1850. Aujourd'hui, le glacier il est dans la zone en amont que vous avez là. Et en fait, on bulldoze tout à mesure que les glaciers disparaissent pour pouvoir skier avec le moins de neige possible. Donc là, la séquestration du carbone dans les sols et le refuge pour la biodiversité, c'est quand même pas fou. Et puis, au niveau beaucoup plus global et très inquiétant, les compagnies minières aujourd'hui rachètent ces zones, notamment en Amérique du Nord, en Asie centrale, en Amérique du Sud. En fait, les glaciers qui disparaissent, c'est des nouvelles zones à explorer pour les compagnies minières. Euh, on ne va pas en détail, mais voilà, on a regardé, nous, les domaines skiables versus les zones qui étaient glaciaires et désenglacées dans les Alpes. Et il y a déjà 500 km de pistes sur les zones glaciaires et post-glaciaires et 200 km de remontée mécanique dans les Alpes. Ça, c'est dans l'étude alpine qu'on est en train de finaliser. Et puis, aujourd'hui, il y a des gros enjeux de transition énergétique en Suisse ou ailleurs où on veut mettre des barrages dans ces zones. Il y a des projets de parcs solaires, des choses comme ça. Nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que c'est des zones les plus sauvages du monde. Il y a des cartes dans le monde qui sont des indices de nature sauvage, qui sont par exemple le Human Footprint Index que vous avez là. Et regardez, il reste plus grand-chose d'intact sur Terre, de non modifié. Et quand on zoome sur l'Europe, vous avez la couleur de l'Europe, il reste quelques pixels verts. Et donc, c'est dans ces pixels verts aujourd'hui qu'on a réussi à faire fondre les glaciers et qu'on veut mettre des grands barrages. Et nous, on essaie de dire, quand on discute avec les décideurs politiques, un peu partout, mais que la transition énergétique, évidemment, elle doit se faire dans les zones déjà rouges ou oranges, mais pas dans les derniers carrés pixels verts d'Europe. En fait, on ne sait pas vivre sans ces pixels verts, hein. On n'a pas d'oxygène dans l'air, on n'a pas d'air pur, on n'a pas d'eau pure, on a désespérément besoin d'une nature sauvage et fonctionnelle. Et regardez en Europe, et c'est comme je vous dis, c'est des zones qui sont aujourd'hui prises d'assaut, on va dire ça, dans le monde et aussi en Europe pour des intérêts euh, économiques ou en tout cas pour des enjeux d'infrastructures lourdes, alors qu'on essaie de montrer que laisser ces zones à la nature contribue à donner des solutions face aux défis énormes qu'on a sur la table. Donc, juste sur le dernier volet, qui est le volet politique, engagement du projet, la première chose qu'on dit, évidemment, c'est complètement basique. C'est que la première chose à faire pour sauver les glaciers, c'est qu'il faut agir sur le climat et atténuer le changement climatique. Par contre, je pense que c'est très important, et on le disait, nous, dans un article qu'on avait fait il y a quelques années, là, notamment pour les glaciers du patrimoine mondial, qui a été repris dans cette publi de l'UNESCO et de l'UICN, là, il y a 2 ans. Cette publi, elle a généré l'année internationale des glaciers. Donc, et en tout cas, ce qu'on disait là-dedans, c'était de dire, en fait, les glaciers sont des espèces étendards. Ils sont incroyables pour nous faire prendre conscience des choses. C'est pour ça qu'on est là ce soir aussi, peut-être pour en parler. Et puis pour catalyser l'action collective. Donc il faut absolument démultiplier. Et c'est pour ça que la Voie des glaciers est une super initiative. Ce que font toutes les assos, les chercheurs. Les glaciers sont un extraordinaire objet ultra politique finalement pour comprendre les enjeux du dérèglement climatique, des enjeux de la crise écologique et agir. C'est pour ça qu'on tente chacun comme il peut de faire des activités de pédagogie, comme par exemple cette conférence TED que j'avais fait. Et juste super exemple de ça, en Suisse, grâce aux glaciers, la Suisse qui ne respectait pas ses engagements climatiques, comme la France, hein, la Suisse, c'est grâce à une initiative citoyenne des citoyens suisses qui ont demandé une protection des glaciers de la Suisse. Et c'est grâce à ça que le peuple suisse a voté oui, et qu'aujourd'hui, dans la Constitution suisse, c'est grâce aux glaciers qu'il y a l'accord de Paris et l'objectif d'être carbone neutre en 2050. Donc c'est plus qu'un objet qui nous permet de comprendre, c'est aussi un objet qui nous permet d'agir. Et ça, cet exemple suisse, à ma connaissance, il est unique au monde. Il y a beaucoup d'États qui devraient s'en inspirer. Euh, voilà. Et le deuxième chose qu'on disait, et ça, je pense, c'était assez nouveau.
c'était, en plus d'agir sur le climat, il faut protéger dans les territoires ces zones parce que comme ça, on empêche les pelleteuses, on empêche les compagnies minières d'attaquer ces zones. Et en fait, on maintient une nature sauvage glaciaire et demain post-glaciaire. Et grâce à ça, il fera un peu moins chaud, on aura de l'eau et il y aura du vivant dans les territoires. Et donc ça, moi, c'était des arguments notamment que j'avais écrits quand l'État français a voulu protéger la zone du cœur du Mont Blanc dans ce nouveau statut qui était l'arrêté d'habitat euh, des habitats naturels du Mont Blanc. Et en fait, on disait, bah, protéger la zone, la mettre en protection forte, donc avec une réglementation, c'était limiter les menaces actuelles, comme je vous dis, des pelleteuses, de la dynamite. Alors, ce n'était pas énorme dans le Mont Blanc, mais on ne sait jamais. Demain, si on élit pardon, des leaders d'extrême droite à la Trump, qui n'en ont rien à faire du climat et qui veulent mettre des pelleteuses pour mettre des mines partout, c'est pas exclu que demain, au cœur du Mont Blanc ou n'importe où, on a des pelleteuses. Et puis, on disait aussi que c'est l'occasion de dire que cette zone, elle est pour la nature et c'est de la protection proactive. En fait, grâce à ça, en protégeant toute la zone que vous avez à gauche de l'image, et notamment cette zone glaciaire, en fait, grâce à ça, les glaciers vont fondre ou pas, mais ça ne dépendra pas de la zone protégée. Mais en fait, on protège la nature qui va naître dans ces zones du retrait glaciaire. Donc, c'est un coup d'avance pour protéger dès maintenant les forêts primaires du futur, les lacs, les zones humides. Et sans ça, on aura de la peine. Ces zones, elles étaient en cours les nouvelles zones forestières, elles sont ciblées comme zones de future exploitation forestière. L'humain, il est un peu vorace avec tous ces enjeux. Donc en tout cas, c'était l'idée de se dire, et j'ai eu la chance que tout ça soit écouté, on l'a publié dans Nature, on avait partagé ces idées, et ça a été écouté l'année dernière dans le document que vous avez à droite, qui est le grand plan français d'action sur la biodiversité, qui est la stratégie nationale de biodiversité. Et moi, j'avais écrit via le CNPN cette mesure 11 qui a été validée, donc retravaillée par l'État, mais validée, qui demandait à la France de mettre les zones en protection, les zones glaciaires et post-glaciaires en protection forte. Donc ça, c'est une forme de petite révolution qui disait que, en gros, il y a déjà des glaciers protégés, c'est les bleus que vous avez sur les cartes là, dans la Vanoise, dans les cœurs des parcs nationaux, écrins ou dans les réserves naturelles nationales, mais que tous les polygones orange que vous avez là, qui ne sont pas aujourd'hui en protection forte, là, il y a un effort à faire dans les territoires pour, en tout cas, les préserver et préserver ces zones. Juste, ouais. Il y a eu le lancement la semaine dernière avec la ministre de la Transition écologique qui est venue à Chamonix pour lancer tout ça et on a représenté tout ça. Et puis, tout ça fait écho à ce que disait Trévis sur le cadre international. 2025 sera l'année internationale de la préservation des glaciers. Donc l'ONU va bouger là-dessus. Moi, on discute beaucoup avec des institutions nationales, avec l'État, pour mettre en œuvre cette politique publique maintenant, avec les territoires, avec les préfectures, avec les communes. Et puis, on discute avec la Convention alpine ou des instances ou l'UNESCO internationale pour essayer de bouger les choses. Je ne vais pas trop en détail là-dessus, on pourra en discuter tout à l'heure, mais l'idée, c'est d'activer autant du local, montrer par l'exemple que ça peut fonctionner, du national et de l'international sur de la protection des glaciers. Et puis, nous, on a commencé notamment avec un territoire qui a affiché beaucoup d'intérêt autour de cette thématique. C'est la commune de Bourg-Saint-Maurice, qui est en Savoie, en Tarentaise, et où là, il y avait un intérêt des acteurs locaux et de la mairie notamment à voir, oui, on est prêt, nous, à protéger nos glaciers. On ne voit pas ça comme une contrainte et on ne voit pas ça comme quelque chose de négatif, mais on voit ça comme une opportunité pour fédérer les gens et réunir les gens et rendre fiers les habitants. Donc là, on travaille avec eux, on a commencé la concertation, parce qu'une bonne zone protégée est d'abord la zone des habitants qui habitent autour, qui la comprennent et qui en prennent soin. Donc tout l'effort est de partager ça et que ça devienne un projet du territoire et des habitants et pas un projet d'un scientifique comme moi. Et donc moi j'ai été auditionné par exemple là par le conseil municipal des enfants. Donc c'est des enfants qui sont responsables de quelques thématiques sur la commune et cette année ils voulaient travailler sur la protection des glaciers. Et donc il y a un mois et demi j'étais avec eux à faire une première séance de travail où ils m'auditionnaient un petit peu, on discutait des enjeux de protection des glaciers et des moyens pour leur confier des rênes. Et je finis juste là-dessus. Si ces thématiques vous intéressent et que vous voudrez avancer un peu plus loin, on organise le premier gros festival, à ma connaissance, qui parlera de tout ça, qui veut réunir les acteurs de la société civile, de la science, des entreprises, les citoyens, les habitants, la communauté du sport, et puis les décideurs politiques, autour d'un festival où on parle et on travaille et on fait la fête, et on célèbre les glaciers. Et donc tout ça, le but est de construire, comme je vous dis, des récits positifs qui donnent envie d'agir dans les territoires. Donc, on lance tout ça à Bourg-Saint-Maurice. Il y a un bel enthousiasme là autour. On va avancer avec plein d'autres acteurs. On est en train de rajouter des logos à mesure qu'on discute. Donc, beaucoup de gens s'agglomèrent et on est très contents. Ça va être un bel événement collectif. On discute avec Protector Winter et Mountain Wilderness. Et j'arrive au bout de ma présentation et
je laisse la parole. Enfin, je ne sais pas, Travis, si tu voulais des mini-questions ou on passe la parole à Mathieu? On va peut-être enchaîner avec toi, Mathieu, si t'es prêt. Et puis comme ça, après, Ouais, on d'accord. laissera la pleine place aux questions. Eh ben, très bien. Je vais faire un peu plus court parce que j'ai pas le même bagage scientifique. Vous me dites si ça marche quand je partage mon écran. Formidable. Eh ben, moi, je suis très content d'être là. Merci Antoine, merci Travis, merci Laura pour l'organisation de cet événement et merci JB pour tout ce que tu nous apportes et merci les spectateurs, les participants à ce café débat, et les participantes à ce café débat parce que c'est chouette de se retrouver à autant pour répondre à la question que Travis a posée de manière tout à fait provocante. Est-ce qu'il faut encore s'occuper des glaciers? Et moi, je l'ai traduit dans cette présentation par est-ce que ça vaut le coup de parler des glaciers? Et je vais essayer de vous convaincre que oui. Trois bonnes raisons pour parler des glaciers que je vais vous présenter. C'est un sujet qui nous tient à cœur chez Mountain Wilderness, où je suis chargé de mission espace protégé depuis bientôt 2 ans. C'est le glacier de la Girose qui est concerné depuis 2017 maintenant par un projet de d'aménagement. Certains voudraient y construire un troisième tronçon de téléphérique. Euh, Ça vaut le coup aussi de parler des glaciers parce que parfois ça fonctionne. Et là, je pourrais vous parler de l'exemple de l'appel pour les glaciers, qui a été une maigre contribution à la troisième partie, le contexte politique, qui est exceptionnellement en 2025, comme Trévis et JB l'ont dit, favorable à la protection des glaciers. Et ça, c'est parce que des gens avant nous et des gens comme nous ont parlé des glaciers. Donc je vais raconter vaguement en quelques minutes ce qui se passe au glacier de la Girose. Pour faire plaisir aux copains et aux copines de Protector Winters, j'ai représenté en bleu la ligne de bus qui fait Briançon-Grenoble, la LER 55. Et au milieu de cette ligne de bus, à l'arrêt Lagrave, il y a un sommet qui s'appelle la Meige et un glacier qui s'appelle le glacier de la Girose, à l'entrée dans les Hautes-Alpes. Il est là. Et ce glacier, il est particulier pas seulement parce qu'il est magnifique, mais aussi parce que il est aux portes d'un parc national qui a été créé en 1973 et il est accessible, très accessible, plus que pas mal de glaciers chamoniards et plus que l'ensemble des glaciers français, parce que dans les années 70, en 1976 et en 1977, des locaux ont construit deux tronçons de téléphériques. On peut donc accéder à 3200 mètres d'altitude aux portes d'un écosystème glaciaire plutôt incroyable, que ce soit par son paysage ou la biodiversité qu'il renferme, euh, puisqu'il y a déjà des écosystèmes post-glaciaires là-haut. Et c'est ces deux tronçons qui ont fait la renommée de la Grave. Pau a une grosse communauté de riders. Ben, vous connaissez forcément la Grave mythique, parce qu'ils ont réussi à préserver un site sauvage en s'appuyant notamment sur les spécificités locales, dont la gyrose fait partie. Mais voilà, la roue tourne a tourné et en 2017, il y a un projet qui est sorti des cartons, qui avait déjà été esquissé en 1958, et selon lequel, sur le rognon rocheux qu'on observe en bas à droite de la diapo, il y aurait un pylône de plus de 20 mètres pour permettre aux visiteurs et aux visiteuses d'aller non plus à 3200 mètres pour voir le glacier, mais à 3600 mètres pour voir le glacier. La plus-value de 400 mètres est conséquente. Et donc c'est un projet dont on ne veut pas au sein de Montel Wilderness pour plusieurs raisons. Parce qu'il est incompatible avec un projet de territoire souhaitable pour la Grave, mais aussi avec la préservation des écosystèmes glaciaires, périglaciaires et post-glaciaires. On n'est pas tout seul pour lutter contre ce projet. Il y a plein d'autres assos, France Nature Environnement, Biodiversité sous nos pieds, etc., etc. Et aujourd'hui, on cherche à avoir une grande concertation territoriale autour de ce projet-là. Mais avant ça, on a dû parler des glaciers. Mais avant ça, vous me direz, est-ce que la gyrose est protégée? Est-ce que ça aurait pas pu empêcher un énième projet d'aménagement sur un territoire incroyable? Eh bien, oui et non. Et ça va faire
un distinguo important entre des choses qui sont pas claires même pour des ministres du gouvernement. Qu'est-ce que la protection des glaciers? Qu'est-ce que ça veut dire protéger les glaciers? Et qu'est-ce que ça veut dire placer les glaciers sous protection forte? On va y revenir parce que c'est une annonce de notre président qui n'est pas restée lettre morte, qui ne va pas rester lettre morte parce qu'elle n'est pas tombée dans l'oreille de sourds. Euh, En l'occurrence, le glacier de la Girose, il est doublement protégé. Il est à la fois un site inscrit depuis les années 40, et c'est donc un site dont la conservation en l'état présente un intérêt général, c'est quand même pas rien. Et il est aussi dans le parc national des Écrins, en l'occurrence dans l'aire d'adhésion. Alors tout ça, c'est des trucs pas très intéressants, puisque la France nous permet d'avoir un millefeuille de, de nomenclature et de modalités de protection des espaces. Et donc là, en voici deux, un site inscrit et une aire d'adhésion de parc national. Est-ce que ça suffit? La réponse est non, parce que ce n'est pas de la protection forte. En l'occurrence, dans un site inscrit, quand on fait des travaux, il faut prévenir l'administration 4 mois avant, c'est tout. Et dans une aire d'adhésion, il faut signer une charte comme quoi on s'engage dans un projet de territoire. Et c'est tout. C'est pour ça que toutes les formes de protection ne se valent pas et que quand on parle entre nous de protéger les glaciers, ça veut dire placer les glaciers sous protection forte. Et donc, comme c'était pas le cas à la Girose, on a dû faire parler du sujet. Et on a lancé l'appel pour les glaciers. L'appel pour les glaciers, c'est quelque chose qui a été signé par une centaine d'hommes et de femmes issus du monde de la science, dont JB fait partie, dont Heidi fait partie, dont il y en avait 100, et qui a été amendé par pas mal de monde autour de ce café débat, et dont Antoine Pain, qui nous a bien dit que dans l'intro, il fallait mettre que, avant toute chose, on devait respecter les accords de Paris. C'est quelque chose qui lui tient à cœur et à côté duquel on était passé. Dans cet appel, il y avait 4 propositions adressées au président de la République, qui sont la synthèse finalement, la suite logique du discours que nous présente JB. Doter les glaciers d'une personnalité juridique, ça c'était une proposition euh, inspirée de Wild Legal, parce que ça s'est fait pour d'autres objets dans d'autres pays et ça pourrait être une solution. On souhaitait aussi un moratoire sur les aménagements glaciaires, un programme éducatif ambitieux. Je sais que Jean-Baptiste à un moment parlait de d'aires terrestres éducatives. Les glaciers pourraient faire partie des aires terrestres éducatives. Ça rejoignait un peu cette idée-là. Et puis, ce que prône Ice and Life depuis le début, la protection des écosystèmes post-glaciaires. Ça, on l'a envoyé au président et on a essayé d'agréger le grand public autour des personnalités scientifiques. Et en parallèle, parce qu'on est quand même des rigolos dans le monde associatif, on est allé chercher un bout de glaçon et on lui a fait faire une conférence de presse, plutôt on a fait une conférence de presse autour de lui, devant le One Planet Polar Summit. Et donc, le fait de parler des glaciers sérieusement avec cet appel qui fédère des pointures dans leur domaine, parler des glaciers de façon un peu plus décalée avec cette petite conférence de presse très amateur, pendant que dans le bâtiment, il y avait des gens très sérieux comme JB, comme Heidi, qui parlaient avec les ministres, avec les équipes du gouvernement. Ça a contribué à ce qu'on ait aujourd'hui un contexte politique plutôt favorable à la protection des glaciers. Alors Trévis et JB ont déjà parlé de l'année 2025 comme année internationale de la préservation des glaciers, mais il y a aussi des choses franco-françaises, en l'occurrence la stratégie nationale pour les aires protégées, qui vise à protéger 30% des territoires terrestres métropolitains, dont 10% sous protection forte, et la SNB3, la stratégie nationale biodiversité, dont j'y vais parler tout à l'heure, parce que grâce à sa position au CNPN, il a réussi à faire en sorte que le gouvernement s'engage à protéger d'ici 2030 100% des glaciers français. C'est juste énorme. Aujourd'hui, on est à 60%. 100%, c'est colossal. Et il a même poussé le vice, JB, jusqu'à ce que le gouvernement s'engage à étendre cette ambition aux écosystèmes post-glaciaires. Donc c'est la première fois qu'on parlait de ces écosystèmes-là dans un document officiel français. C'est une révolution, même s'il n'y a pas d'objectif chiffré parce qu'il ne faudrait pas qu'il se mouille trop quand même. Et donc, on pourrait se dire, le contexte est là,
est-ce que ça vaut encore le coup de faire quelque chose pour les glaciers, ou en tout cas d'en parler? Eh bien oui, parce que ça, c'est l'enveloppe nationale, et en réalité, ça se décline territoire par territoire, département par département, avec des plans triennaux. Donc tous les 3 ans, on se rassemble au sein d'un territoire et on voit ce qu'on peut protéger avec l'aval, l'accord des acteurs locaux, des maires. Et en l'occurrence, dans les territoires de montagne, il reste un boulot colossal. Alors, ce sont des cartes qui sont toutes petites, mais on voit quand même des points rouges. Les points rouges, ce sont les glaciers pour lesquels la protection est inexistante. Il en reste une bonne soixantaine, localisés en marge de territoires très protégés comme le parc national de la Vanoise principalement. Et il y a aussi des glaciers qui ne sont pas du tout sous protection forte. Donc on a vu avec la Giro ce qu'on pouvait faire sur les glaciers qui n'étaient pas sous protection forte. Donc là, il y a une marge colossale, en particulier dans le massif du Mont Blanc. Et donc ça vaut bien le coup de parler des glaciers avec les services de l'État, la DREAL et la DDT. Donc le représentant de l'État dans les territoires et le représentant du ministère de l'Environnement dans les territoires, pour intégrer les glaciers insuffisamment protégés, qui sont nombreux, on est en train de le voir, à la liste des glaciers enfin protégés d'ici 2030. Euh, et simplement, ça vaut le coup, pour finir, de parler des glaciers pour asseoir une position qui n'est pas toujours très consensuelle, même si elle se rapproche de la vérité. Euh, Ça, c'est des citations de ministres que vous reconnaîtrez peut-être. Lorsqu'ils parlent des glaciers, on a eu récemment la visite de Agnès Pannier-Runacher à Chamonix pour parler de changement climatique et des glaciers. Et la veille au soir, elle a répondu aux super questions du Dauphiné libéré en disant que la protection forte n'existait pas aujourd'hui dans le droit français et que, quoi qu'il en soit, quelle que soit cette définition, les parties, les glaciers qu'elle allait protéger étaient les glaciers qui n'étaient pas déjà artificialisés. Donc, on dérive déjà de l'engagement initial qui est de placer 100% des glaciers sous protection forte. Ce serait donc 100% moins ceux qui sont déjà artificialisés. Et un an avant, Christophe Béchu parlait de sanctuarisation de ces écosystèmes. Et en l'occurrence, ça vaut le coup de parler des glaciers pour faire valoir le droit français qui dit depuis le 12 avril 2022, dans un décret, ce qu'est la protection forte. La protection forte, c'est aujourd'hui une réserve naturelle, un arrêté préfectoral de protection, donc des habitats naturels comme au Mont Blanc ou du biotope comme ça se fait dans plein d'endroits, ou une zone cœur de parc national. Et ce n'est rien d'autre. Et donc, on va continuer à parler des glaciers pour que cette définition de la protection forte s'applique et que tous les glaciers français puissent en bénéficier. Voilà, et je conclue avec une petite banderole qu'on avait faite pour le glacier de la Girose, sur laquelle on disait: Laissons les glaciers tranquilles. Ben, bravo à tous les deux pour vos présentations. Merci beaucoup, c'était super intéressant et bravo à tous les deux pour votre travail sur les glaciers, la protection des glaciers, qui est hyper complémentaire. Euh, du coup, il y a eu quelques messages dans le chat pour féliciter JB pour sa super présentation très dense mais très claire. Je sais pas si vous avez des questions à poser à l'un ou l'autre. N'hésitez pas à lever la main ou à les poser dans le chat. Moi, je ferai le relais pour les poser à l'oral s'il y en a parmi vous qui peuvent pas forcément parler. Euh, voilà, s'il y en a parmi vous qui ont des questions, je vous laisse lever la main ou les poser dans le chat. Il y a Étienne Pascal qui vient de mettre une question dans le chat justement pour toi, JB. Quelle proportion des puits de carbone mondiaux mesurés en flux de carbone sera représentée par les nouveaux espaces post-glaciaires? Parce qu'à sa connaissance, pour les Alpes et autres régions de montagnes pentues hors zone des hautes latitudes, ce sera une très faible proportion. Point d'interrogation. Par contre, les zones périglaciaires mondiales actuelles sont des réserves énormes de stocks de carbone dans les sols et méritent protection maximale déjà pour cette raison de protection du climat. C'est parti. C'est parti. Très très bonne question. Oui, oui, aujourd'hui, les stocks existants, il y a peu ou rien sous les glaciers en stock, hein. Et puis, vous avez raison, les zones
périglaciaire avec du permafrost, et notamment dans l'Arctique où c'est des vieux sols gelés avec de vieilles tourbières, beaucoup de méthane dedans, c'est des immenses puits de carbone. Et la dégradation du permafrost là est vraiment problématique parce que ça mène à émettre énormément de carbone dans l'atmosphère, notamment du méthane qui a un très fort pouvoir de réchauffement. Et puis, c'est vrai qu'en fait, le récit de dire que c'est des zones de séquestration du carbone est complètement juste. En fait, quand les glaciers disparaissent, je vous ai montré tout à l'heure des images de néoforêts, de néosols, et en fait, il y a de la séquestration du carbone. Ça prend du temps. C'est pas des ordres de grandeur qui sont immenses. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, dans Nature, on a fait un calcul qui est un ordre de grandeur, qui va pas beaucoup plus loin que ça. Et on montrait que si toutes les zones qui étaient en train de se désenglacer d'ici à la fin du siècle, on les laissait à la nature, on regardait les sols, la taille des sols qu'elle allait se former et la pédogenèse, donc à quelle vitesse les sols se développent et à quelle vitesse ils séquestrent du carbone, et tous les sols du monde qui allaient émerger dans ce contexte-là, l'équivalent carbone que ça allait séquestrer, c'était soit l'équivalent d'un an d'émissions de la France, pour vous donner un ordre de grandeur. C'est à la fois énorme, un an d'émissions de toute la France, et rien au niveau international, euh, parce que c'est pendant 80 ans que ça séquestre ça. Et puis, ou l'équivalent de 2 à 10 000 km² de forêt amazonienne. Mais on n'a regardé que les sols, on n'a pas regardé les forêts et la biomasse de surface, et on n'a pas regardé les planctons. Donc oui, en fait, c'est pas un super argument pour dire les glaciers fondent, génial, il y a des puits de carbone qui naissent. Les glaciers fondent, c'est terrible, il faut sauver les glaciers. Mais à défaut de glaciers dans ces zones vont contribuer, parmi plein d'autres. On cherche des petits bouts de solutions partout qu'on agglomère et sont une partie des petits bouts de solutions agglomérés demain. Ces zones sont des puits de carbone importants en émergence. Et il y a des zones humides, des tourbières qui sont en train de naître dans ces zones. Ça mettra du temps, hein. Une tourbière, ça met des centaines à des milliers d'années pour se structurer. Et quand bien même elles sont en train de naître en temps réel devant nos yeux, et donc on a une responsabilité à en prendre soin dès maintenant. Voilà, donc oui, sur la question du carbone, c'est relativement secondaire. C'est pas un argument enfin, c'est un argument de plus pour les préserver. C'est pas un argument massu pour dire c'est génial, elle nous donne toutes les solutions. Bah, merci pour ta réponse, JB. Je vais, pour pas faire que les questions du chat, je vais laisser la parole à Ribière qui a levé la main et après je reprendrai les questions qui sont apparues dans le chat. Oui, merci, Georges Ribière, NV. Je voulais savoir quels étaient les événements ou l'organisation administrative de l'année internationale des glaciers en 2025. Est-ce qu'il y a une conférence particulière annoncée qui s'en occupe? Est-ce que c'est le ministère? Est-ce que c'est une autre organisation? Merci. Ouais, je peux y aller. Si je dis pas de bêtises, euh, il n'y a rien au niveau national. Mais Ah JB, bon? j'espère qu'il y aura quelque chose qui viendra du gouvernement. Peut-être que tu peux les y inciter. Pour l'instant, le seul événement officiel dont j'ai connaissance, c'est le lancement de cette année par l'Organisation des Nations Unies le 21 janvier 2025. Ah, Donc, c'est déjà ça sera ça. l'événement Mais, international. Et ça me permet de répondre à une autre question du chat relative aux initiatives ou événements spécifiques. JB, en fait, c'est pour l'instant pas mal des choses qui émanent du monde asso. Il y a le festival Agir pour les glaciers de JB, il y a la saison 3 de La Voix des glaciers de Trévis, et ça répond à une autre question. Depuis Paris, on peut déjà prendre part à La Voix des glaciers et s'engager pour eux, même si on vit relativement loin. Je veux juste compléter, au niveau national, il y aura une ambition nationale. Le problème de l'État français étant ses enjeux financiers actuels qui permettent peu de marge de manœuvre. Euh, Comme je vous dis, on était avec la ministre sur le terrain pour lancer cette politique glacier, à la fois sur l'enjeu du risque naturel et sur l'enjeu de la protection la semaine dernière. Il n'y a eu aucun engagement et aucune discussion financière et de feuille de route. En gros, ça a été un nouveau rappel devant les médias et les parties prenantes qu'il y avait une ambition nationale, mais aucune annonce ministérielle ou du gouvernement sur une ambition et un cadre. Donc moi, qui travaille assez régulièrement avec eux, on essaie de les stimuler pour leur dire, mais mettez des moyens maintenant, c'est une politique publique et c'est un engagement. La France bougera, je pense qu'il y aura des événements
Et en tout cas, Agir pour les glaciers, qu'on est en train de monter et qu'on co-construit avec l'État français, avec la Banque des Territoires, qui sont avec le Parc national de la Vanoise, avec différents acteurs publics, parapublics, associatifs, à ma connaissance, va être le premier gros lancement en 2025 national de cette politique publique. En plus, avec du très concret dans un territoire et un engagement d'un territoire à la fin. Comment ce festival doit permettre au territoire, c'est pas juste de la fête et du travail, c'est de la fête et du travail et surtout des engagements et des changements transformatifs. Qu'est-ce que tout ça a permis de changer? Donc au niveau national, je pense qu'il y aura des événements. J'entends parler de communes ici ou là qui veulent faire des événements autour de l'année des glaciers, et c'est très bien. Maintenant, ce que disait Mathieu aussi, c'est qu'il y a du boulot dans pas mal de communes et on espère que ça va leur donner envie de prendre soin de leur écosystème glacial et post-glaciaire. Et après, au niveau international, il y a cet événement à Genève, début janvier, où je pense que le programme international va être calé. Il y a beaucoup de discussions depuis des mois au niveau international, pilotées notamment par l'UNESCO et l'Organisation mondiale météorologique sur l'année des glaciers. Moi, je reçois les mails et je suis tellement sous l'eau que je n'ai même pas pris le temps d'ouvrir les mails, mais il y a des créations d'événements. Ils ont proposé des listes internationales d'événements. Et surtout, il y a deux événements majeurs à venir en 2025. On n'a pas les dates et on ne sait pas comment ça va se faire. Mais dans la résolution de l'ONU de 2022 qui a créé l'année des glaciers, elle place la création d'un fonds de protection. Elle place le 21 mars à partir de l'année prochaine, d'où la date de notre festival, comme la journée mondiale de la préservation des glaciers à partir de l'année prochaine. Et elle engage, si je ne dis pas de bêtises, le Tadjikistan sera le pays hôte pour qu'il y ait une grande conférence internationale de préservation des glaciers avec des levées de fonds et des engagements internationaux. Tout ça est très très géopolitique aussi, hein. Il faut avoir conscience que c'est des gros enjeux de conflictualité régionale en Asie centrale ou ailleurs. En gros, il y a des pays qui ont des glaciers et qui ont beaucoup d'eau et qui partagent peu ou pas l'aval et ce genre d'enjeux. En tout cas, l'ONU organisera une conférence internationale en Asie centrale, probablement au cours de l'été, mais tout ça sera annoncé, je pense, à Genève autour du 21 janvier. Et puis, autre événement majeur de la préservation de la nature, c'est l'année. Il y a les JO de la nature tous les 4 ans, ça s'appelle le Congrès mondial de la nature, qui est organisé par l'UICN. Et cette année, 2025, il y aura le Congrès mondial de la nature à Abu Dhabi, donc une fois de plus dans un pays pétrolier. Je l'ai montré tout à l'heure, pour la première fois, on a créé un groupe de travail en France autour d'UICN France, mais avec beaucoup de gens qui sont là autour de la table. On porte une motion. En gros, là, il peut y avoir des appels des organisations pour que les États s'activent et on porte pour la première fois une motion qui sera portée à l'international de protection des glaciers. Et donc au Congrès mondial de la nature, pour la première fois cette année à ma connaissance, j'ai essayé de voir dans les documents historiques en fait, la protection de la nature dans le monde, dans toutes les stratégies nationales et internationales, le mot glacier n'apparaît quasiment jamais. C'est un impensé total de la conservation de la nature. Et en tout cas, cette année, ce sera l'année des ONU des glaciers. Il y a le Congrès mondial de la nature. On porte une motion qui sera, j'espère, portée à l'international par la France, mais par d'autres États. Je pense qu'il y aura un petit enthousiasme qui fera soit pas grand-chose, soit un peu d'impact, mais on espère le plus gros possible en termes d'impact. Mais donc, il y aura des événements internationaux forts et des événements dans les territoires. Mais voilà, on n'a pas attendu que les politiques publiques s'activent et que l'argent descende dans les territoires pour activer tout ça, pour nous faire ce que dit Mathieu aussi sur la voie, sur l'appel des glaciers, sur la voie des glaciers, sur les initiatives locales et issues plutôt de la société civile. On prend le taureau par les cornes et on active nous, comme on va activer pendant le festival Agir pour les glaciers, par exemple. Une motion UICN, c'est important, hein. Mais il faut Elle est passer écrite. tous les obstacles, hein. Il faut Et, passer tous les obstacles. on a passé tous les obstacles nationaux et c'était une des motions qui a eu beaucoup de succès au Congrès français de la nature il y a 2 mois là. Ouais, Maintenant, le reste ouais, à passer les obstacles internationaux et trouver des soutiens et des supports internationaux en termes ouais. d'organisation internationale et surtout d'État. Euh, on discute avec les États là. Ça va avancer. Ok. Merci pour la question et la réponse. Avant de te donner la parole, Maëlys, je vais juste prendre une question du chat de Charles et qui rejoint aussi celle de Jean-Claude, qui est: est-ce que la protection forte peut être aussi inefficace et dévoyée que dans les océans? Et Jean-Claude qui demande quelle protection apporterait réellement le fait de donner une personnalité juridique aux glaciers. Je sais pas, JB, si tu te sens à l'aise pour répondre à cette question, même si t'es pas juriste. Je peux, mais Mathieu, peut-être, parce que vous aviez proposé ça dans l'appel. Enfin, comme tu veux, moi je peux, mais si tu veux, je te laisse d'abord la Je, parole. je- je peux en dire 2 mots et si je suis pas exhaustif,
levez la main. Alors, est-ce qu'elle peut être aussi inefficace et dévoyée que dans les océans? Pour l'instant, la protection forte, comme on l'entend dans le territoire métropolitain terrestre, peut difficilement être dévoyée. On peut encore pas faire. Ça représente vraiment des mesures de régulation de la pression humaine sur les écosystèmes, que ce soit les zones cœur de parcs nationaux, les réserves, les arrêtés de préservation du biotope. Même si euh, c'est toujours très dépendant pour les réserves et les arrêtés de protection de ce que contient le décret de création ou l'arrêté de création. Et donc, c'est à nous, les associations, d'être particulièrement vigilants euh, en ce qui concerne le contenu des prochaines aires de protection forte terrestre métropolitaines qui seront créées. Et sur la personnalité juridique, on est loin d'être spécialiste de ça chez Montel Wilderness. On s'était fait aider de juristes, notamment Marine Iscardo. Concrètement, ça a fait ses preuves dans plusieurs autres pays. On pense notamment à l'Inde et à la Nouvelle-Zélande. Et ça revient à leur reconnaître une valeur intrinsèque et en faire des sujets de droit, plus ou moins comme vous et moi. Et donc, une personne qui causerait du tort au glacier, qui causerait un préjudice au glacier, pourrait être poursuivie pénalement. C'est à ça que ça revient, de leur reconnaître, de les doter d'une personnalité juridique. Il y avait une troisième question dans la question, mais je l'ai oublié, Laura. Euh, Bah, c'était... ouais, bah, c'était... Non, il y avait que deux questions et après, il y avait Charles qui avait posé une troisième question. Ah Enfin, oui, c'est ça. ouais. Sur les prochaines municipales en 2026, donc, énorme enjeu, puisque comme on l'a montré avec JB, il y a un cadre national plutôt ambitieux, avec des objectifs chiffrés, qui est décliné dans les régions, dans les départements. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les années 30 à 60 où l'État fait ce qu'il veut, et de toute façon, ce ne serait pas souhaitable. Ce que je veux dire, c'est qu'on a absolument besoin de l'accord des élus locaux. Et donc les mairies, les communalités, ça représente un enjeu très fort, le plus important même. Et là, on n'est pas aidé, les associations, on est un peu tout seul. Et donc les municipales seront un enjeu très très important, mais pour l'instant, on voit même pas à si long terme. On les sollicite une par une, au cas par cas, en listant les glaciers qu'elles ont sur leur territoire et les espaces globalement au-delà des glaciers insuffisamment protégés qu'elles ont sur leur territoire. Et on essaie de discuter avec ces élus pour voir avec elles et eux euh, ce qu'on pourrait faire de ces glaciers, comment gérer la fréquentation, les valoriser au besoin, et surtout les placer au cœur d'un projet de territoire sans avoir recours une énième fois à l'aménagement. Et pour ça, petit appel, petite autopromo Mountain Wilderness, on a besoin de bénévoles. Donc si sur votre territoire, sur un territoire qui vous est cher, vous savez qu'il y a un glacier et que ce glacier n'est pas sous protection forte, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'ensemble on écrive à votre élu. Merci Mathieu. Je sais pas si JB, tu veux compléter sur ce sujet ou si on prend la question de Maëlys. Hyper rapidement, la protection forte en France, ça peut être une des plus fortes et une des plus faibles au monde. C'est une géométrie variable, extrêmement variable. C'est vrai que les aires marines protégées bah, sont attaquées par la pêche, par le chalutage, etc., hein. On en est là, malheureusement, dans des zones en protection forte. Je vous dis, ça nous anime régulièrement les débats du Conseil national de la protection de la nature. Euh, En fait, il faut avoir conscience, et ça rejoint exactement ce que dit Mathieu sur un engagement municipal. Les élus ou les politiques publiques sont le miroir de la volonté aussi d'engagement des citoyens. Alors, dans un contexte qui est très défavorable, hein, s'il y avait un contexte favorable mais le plus on partage tout ça, le plus on donne envie à l'élu, aux élus d'agir, à quel niveau qu'ils soient, le plus on leur montre que ça a de l'impact et qu'il y a des gens qui supportent ces idées, peut-être le plus ils ont le courage d'agir. Et toute l'immense question là autour est l'enjeu des lobbies et l'enjeu de la désirabilité de porter la préservation de la nature dans les territoires. Aujourd'hui, on perd les combats, hein. Regardez la grogne agricole en ce moment qui attaque l'Office français de la biodiversité. Aujourd'hui, on attaque des policiers français de l'environnement, hein.
euh, avec violence, sans aucun problème. L'État ferme les yeux, hein. On attaque les zadistes euh, ou les gens qui se battent, les scientifiques, les gens qui se battent pour le commun, mais on laisse se faire attaquer aujourd'hui la police de l'environnement en France. Donc le contexte, il est très défavorable à la préservation de la nature. Pourquoi? Parce qu'on perd le combat du récit. Parce que protéger les océans, protéger la nature concrètement dans les territoires et protéger les glaciers, on est content qu'on soit une centaine de personnes là ce soir. Comme dit Mathieu, les associations, les scientifiques, des gens qui se battent, ils sont hyper seuls, en fait, très très peu de moyens. Moi, je vous ai parlé d'Ice and Life. À ma connaissance, dans le monde, et je suis bien la thématique quand même depuis des années, euh, on a publié dans Nature, il n'y a aucun autre article dans le monde qui avait cette ambition politique autour de la protection des glaciers. Le budget annuel, c'est 130 000 euros de Ice and Life. C'est que dalle pour un truc qui est aussi ambitieux. On n'a pas de moyens on a peu, et ça rejoint ce que dit Mathieu. Voilà. Donc il faut qu'on gagne ce combat collectif, et c'est là où Protector Winter et tout le monde, on peut être des alliés pour gagner le combat de la désirabilité, de l'impact et de montrer qu'un élu ou des élus ou un domaine skiable peut avoir beaucoup plus à gagner à prendre soin, à protéger, à agir dans le bon sens qu'à détruire. Mais tout ça, c'est juste un immense combat du récit où il faut qu'on gagne ce combat du récit. Et pour l'instant, on perd beaucoup de batailles. On n'a pas perdu la guerre, mais on perd beaucoup, beaucoup de batailles. Et juste sur la personnalité juridique, ce que ça peut rajouter en plus aussi, c'est une capacité du glacier à se défendre par des représentants légaux. Donc, comme tu dis, c'est une reconnaissance de l'écocide. Et en fait, si on met des coups de pelleteuse, on pourrait avoir des poursuites. C'est reconnaître quand on fait du mal à la nature, on peut avoir des poursuites. Et puis, deuxièmement, ce serait donner. C'est ça, hein, la révolution aussi du droit de la nature, c'est de donner une voix à la nature et aux générations futures dans les instances, soit juridiques, soit démocratiques actuelles, que des gens, des juristes, des spécialistes représentent les glaciers. C'est pour ça que nous, on implique les enfants dans la protection des glaciers, en disant que finalement, c'est les générations futures qu'il faut impliquer dès maintenant. Il faut leur donner à eux les clés de la protection de leur territoire. Parce qu'eux, ils ont envie de vivre dans une terre, dans un territoire où demain, il y a de l'eau, il y a des glaciers, il y a une nature en bonne santé. Et donc voilà, c'est un grand enjeu démocratique là autour. On met une toute dernière couche sur ce que tu viens de dire, JB, parce que tu as parlé du poids des lobbies. Et ça me fait revenir un peu sur ce que j'ai dit concernant le dévoiement de la protection forte sur Terre. Par exemple, tiens, il y a un parallèle à faire avec la pêche dans les aires marines protégées. Dans les réserves naturelles françaises, parfois, on peut chasser. C'est le cas dans le Vercors, c'est le cas dans la Chartreuse, où il y a d'immenses espaces de réserves naturelles nationales dans lesquels on peut chasser parce que justement, comme tu dis JB, il y a encore des lobbies qui portent des idées parfois antagonistes aux nôtres et qui sont encore très puissants. Et donc, si les écolos de l'époque voulaient que la réserve se fasse, soit créée, il fallait accepter les conditions des chasseurs, en l'occurrence chasser sur une surface réduite au sein de la réserve, quoi. Et donc, c'est pour ça que je reviens sur ce que je dis, il faut être très très vigilant au contenu des décrets de création au moment où Ouais, merci beaucoup pour vos réponses et toutes ces précisions. Du coup, Maëlys, vas-y, tu peux poser ta question. Moi, j'ai une question plutôt relative à l'éducation. Ça me permet de faire le lien avec ce que disait Jean-Baptiste en dernier par rapport aux enfants et à leur donner les clés justement pour être acteurs sur leur territoire. Moi, je fais de la médiation scientifique dans une association et du coup, je voulais savoir s'il y avait déjà des grands programmes éducatifs et de communication scientifique qui ont déjà été mis en place. Est-ce que c'est en train d'être imaginé? Et est-ce qu'il y a des choses dont on peut déjà s'emparer, des outils qui existent déjà? Et est-ce qu'il y aura un public cible que, en fait, vous imaginez, on se dit, bon, bah là, c'est le public prioritaire. Est-ce que les enfants, ça sera un public prioritaire? Parce que à l'heure actuelle, ils n'ont pas de pouvoir décisionnaire, mais est-ce que c'est quand même important de les sensibiliser? Ou est-ce que là, l'enjeu, il est tellement grand et urgent que du coup, il y aura un autre public à aller sensibiliser et auprès de qui il faudrait faire de la communication en premier, en priorité? Excellente question. Nous, on a tellement peu de moyens que moi, j'ai malheureusement beaucoup dans ma boîte mail de demandes d'enseignants et de classes auxquelles je n'arrive pas à suivre et à répondre. Et ce n'est pas par manque d'intérêt et d'importance, c'est colossal et c'est majeur à faire. Mais on est dans un tel contexte d'urgence écologique à agir sur les enjeux de la biodiversité et des glaciers et du climat que malheureusement, c'est un peu moins sexy, mais je préfère aller à Paris en train pour aller dans les ministères pour essayer de bouger les lignes là-bas parce que
l'urgence, mais évidemment, avec des vrais moyens, il y aurait de magnifiques outils à développer en éducation à l'environnement et aussi, je pense, en démocratie, en éducation citoyenne, hein. Enfin, moi, j'ai vu le conseil municipal des enfants, c'est de l'éducation à la citoyenneté et leur faire commencer à leur donner les clés de leur terre à eux. Ça, je pense qu'il y a un vrai enjeu démocratique. Aujourd'hui, les enfants qui subissent les choix qu'on est en train de prendre collectivement n'ont aucun pouvoir politique, hein. C'est ce que je disais sur la représentativité des grands enjeux. Et donc, sur ta question sur les outils, moi, je maîtrise peu ça. S'il y a des outils pour les enseignants ou pour l'éducation de l'environnement, nous, on en a peu fait, on n'a pas pris le temps, on était trop sous l'eau. Mais il y a plein de choses à raconter qui sont incroyables, hein, quand on emmène les gens sur le terrain dans ces nouveaux écosystèmes naissants ou sur les glaciers. Il y a une asso qui est une bouteille à la mer, hein, qui a fait des contenus pédagogiques très larges autour du cycle de l'eau. Il y a une autre association à Annecy qui s'appelle For My Planet qui crée des échos délégués et notamment qui font beaucoup de choses autour des glaciers. Donc peut-être que voilà, les associations For My Planet et puis Une bouteille à la mer, qui sont des associations avec lesquelles j'ai un tout petit peu collaboré, commencent à créer des contenus autour des glaciers et du grand cycle, la notion du cycle de l'eau. Par contre, là, il me semble qu'il y a une potentialité colossale euh, et qu'il y a du boulot et qu'il y a un intérêt évidemment majeur. Merci. Juste avant de donner la parole à Jolane qui a levé la main, je vais prendre une question du chat qui était pour Mathieu. Est-ce qu'en laissant les glaciers tranquilles, on ne risque pas d'en oublier les enjeux? Les glaciers ne fondent pas directement à cause des visiteurs, skieurs ou touristes. En revanche, en limiter l'accès comme à la Grave participerait à augmenter l'indifférence au sujet de ces témoins de premier ordre de la dérive climatique. C'est dense, mais j'aurais tendance à répondre non, puisque tout dépend ce qu'on met derrière laisser les glaciers tranquilles. En l'occurrence, si c'est faire un moratoire sur tout nouvel aménagement, ben, on peut continuer à y emmener du monde de façon responsable et respectueuse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai cité Christophe Béchu qui parlait de la sanctuarisation de ces écosystèmes-là. Ni Mountain Wilderness, ni le droit français ne parlent de sanctuarisation, de mise sous cloche. En fait, il n'y a pas d'outils en France qui correspondent à ça, à part les réserves intégrales, mais c'est extrêmement rare. Dans les parcs nationaux, aujourd'hui, il y en a trois. Alors peut-être que par endroits, les enjeux de préservation de la biodiversité le justifieront, mais a priori, la protection forte qu'il y aura dans ces espaces limitera les pressions anthropiques trop importantes, mais au contraire, feront de ces objets géologiques des véritables supports de sensibilisation. Et donc, c'est pas laisser les glaciers tranquilles ou les mettant sous cloche, sauf cas extrême où on aurait une espèce qui ne vit qu'ici, qui serait hyper endémique, hyper rare, hyper fragile. Mais il ne s'agit pas de supprimer toute fréquentation, simplement toute pression euh, duquel l'écosystème ne pourrait pas se relever. Et un bémol tout de même sur la fréquentation nuit pas directement au glacier, c'est vrai, mais indirectement, si. Et donc tout dépend comment on se rend sur ces territoires-là. Et pour ça, j'en parle moins bien que Protect Our Winters. Effectivement, puisque la mobilité, c'est le secteur qui émet le plus en France et en montagne, puisque dans les stations de ski, c'est 57%, donc plus de la moitié. Donc ça a effectivement un gros impact sur tous les écosystèmes de montagne, la façon dont on s'y rend. Du coup, Jolane, je te laisse prendre la parole, tu as levé la main. Oui, merci pour la présentation et les informations. Ouais, du coup, deux choses. La première, effectivement, sur le rôle de l'éducation là-dedans, il est clé, je pense, et puis je suis bien placé pour en parler parce que c'est mon taf. Donc ça pousse pas mal, surtout du côté associatif là-dessus. De la part des collectivités, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de boulot à faire et mine de rien, du peu que j'en connais, elle se présente plutôt assez favorable à ça. Et le deuxième point, justement, et là-dessus, c'est est-ce que Mountain Wilderness, Pau, Jean-Baptiste Bosson ou autres pourraient ou seraient favorables, ou peut-être qu'il y a déjà eu un travail dans ce sens-là, participer à la réalisation, enfin c'est un travail que j'ai commencé il y a un mois à peu près,
la réalisation d'un petit mode d'emploi à destination des élus, justement, pour leur donner un peu des lignes directrices ou des idées pour positionner leur territoire là-dessus. Parce que de ce que j'en ai vu, c'est que ils sont motivés, mais pour lancer le débat, il y a une inertie qui est déjà longue et les idées fuient un peu dans tous les sens. Donc, faudrait arriver à canaliser un petit peu à canaliser le débat et proposer, je pense, des actions, des solutions clés en main, je pense. Est-ce que c'est déjà dans les tuyaux ou est-ce que c'est à faire? On va rester dans les tuyaux dans la mesure où c'est une excellente question. Dans la mesure où c'est au cœur de ce qu'on fait chez MV, du plaidoyer et de l'outillage des élus. Euh, Maintenant, un outil clé en main comme le mode d'emploi que tu proposes, à l'heure qu'il est, il n'existe pas. On a simplement un, deux, trois plaidoyers de plusieurs pages qu'on fait vivre dans notre discours auprès des élus, mais on ne les abreuve pas avec du contenu ou de l'outillage clé en main. Et donc, pour répondre à ta question, oui, on serait partant. Ok, bah on va se mettre en contact en ce sens-là, je pense. Dire Tu veux dire un un mot mot sur là-dessus? la question de Maëlys tout à l'heure sur l'éducation. Il y a plein d'outils qui existent, les aires terrestres éducatives, les différentes fresques enfin, que tu connais déjà, dont celle de la cryosphère et celle de la montagne, qui dépasse un peu ce cadre, mais qui reste très intéressante. Et c'est une excellente question de savoir si c'était pertinent de cibler la jeunesse quand on a parlé d'éducation au glacier. Est-ce que c'est pertinent d'associer tout de suite éducation à jeunesse ou est-ce qu'on peut éduquer un public bien plus large? Et, euh, et par exemple, avec la Voix des glaciers, on touche un public de jeunes actifs et un public âgé, puisque c'est les gens qui ont le temps d'aller voir des films le soir en semaine. Et c'est très intéressant puisque, à mon sens, ce sont ces personnes-là qui ont aujourd'hui le droit de vote et du pouvoir d'achat, et donc des véritables leviers d'action. Et donc, tous les publics sont bons à sensibiliser, mais à mon sens, il n'y a pas de priorisation si évidente que ce qu'on a pu écrire dans l'appel pour les glaciers. Merci Mathieu. Trévis, tu voulais prendre la parole, je crois. Non, non, bah en soi, Mathieu a répondu. Si, ouais, je voulais rebondir un mot quand même, parce que Pau a été cité sur la partie un peu outillage des élus. Pareil, nous c'est un travail qu'on essaie de faire, mais sur des secteurs différents, notamment parce que ça a été très rapidement mentionné tout à l'heure, mais nous, on travaille beaucoup sur la question de la mobilité pour différentes raisons. La première étant que, au vu de la quantité de travail qu'il y a, on considère que c'est bien si les assos peuvent travailler sur des sujets différents. Et il manque peut-être même encore plein d'assos qui pourraient bosser sur d'autres sujets différents, avec plus de temps et plus de moyens, comme l'a dit JB. Euh, Je pense que la question de l'outillage, elle est évidemment pertinente. Après, selon les sujets, je dirais que je te retournerai la question de manière un peu sarcastique de savoir est-ce que vraiment, selon les sujets, ce qui manque aux élus, c'est de savoir ce qu'il faut faire ou c'est la volonté de le faire. Euh, et là, après, c'est du cas par cas et c'est pour ça que je faisais un peu un clin d'œil à JB où lui, quand il va voir des élus, est-ce qu'il a l'impression qu'à chaque fois, ils n'ont pas du tout conscience de ce qu'il faut faire ou est-ce que parfois il y a de la mauvaise volonté? Je trancherai pas cette question. Tu veux que je réponde? Comme tu veux. Ouais, je peux dire, hein, moi je trouve on côtoie des élus admirables, compétents, visionnaires, courageux, ambitieux dans le sens noble du terme politiquement, et on côtoie des élus. Bon, il faut s'imaginer que c'est un sujet parmi 50 000, hein. Il faut qu'ils maîtrisent la fiscalité, le droit de l'aménagement du territoire. Enfin, pour nous c'est facile. Moi j'arrive, je suis expert, et puis je leur dis mais faut pas les prendre trop de haut non plus pour dire mais vous ne maîtrisez pas. Moi je travaille là-dessus pas tous les jours, mais presque, et eux c'est un sujet parmi plein d'autres. Et voilà, il y a des élus incroyables. Et le métier d'élu est un métier incroyable. Ils donnent leur vie à la communauté, hein. Bon, après, c'est une drogue dure aussi, mais ils comptent pas leurs soirées, voilà. Et puis, par contre, il y a des élus qui sont
je pense, à côté de la plaque, qui manque de formation sur. On a tout fait pour que les enjeux environnementaux écologiques soient un non-enjeu. Donc, c'est comme si c'était un épiphénomène. Et puis, oui, mais à la fin du mois, et oui, allez. Donc, regardez la crise agricole en ce moment, comme je disais, hein. Et par contre, il y a vraiment aussi des élus qui sont complètement. Euh, des noms, j'y vais. Pas de nom. Il y a des élus qui sont complètement euh, du monde d'avant et qui sont aussi au service de lobbies privés qui veulent privatiser et qui détruisent tout, hein. La puissance des lobbies est colossale, hein. Je suis au Conseil national de la montagne et la puissance des lobbies, elle est colossale euh, et ils ont une audience ministérielle et c'est repris dans. euh, donc voilà, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, hein. C'est une bataille noble, il me semble, pour nous tous, de récits, de désirs, de donner envie aux gens, aux entreprises, aux élus d'agir dans le bon sens. Il faut qu'on ne soit pas dupes, c'est que ça, c'est des questions que de ça. Et la science, même là-dedans, soyons pas dupes, la science, ça sert à rien. Plus personne croit en la science ou pas grand monde. Enfin, on essaie de. Mais on publie dans Nature, tout le monde s'en fout. Et Trump ou des gens comme ça arrivent en disant n'importe quoi sur des sujets. Moi, je côtoie des élus qui disent n'importe quoi, avec un aplomb pas possible, aucun background, aucune expertise. On confond complètement les faits et les opinions. Mais ça passe, on est dans des démocraties d'opinion où ça passe. Donc, soyons pas naïfs là-dessus. Arrêtons de croire qu'avec nos faits, on peut contester quoi que ce soit. On essaye, ça contribue à notre récit. Mais comment on crée, nous, une opinion comme je disais, sur un récit qui est plus puissant que celui d'en face. Donc voilà, j'ai fait une vraie réponse de Suisse. Moi, je suis moitié suisse de neutre en disant qu'il y a des élus très bien, des moyens et des terribles. Euh, Beaucoup de terribles au pouvoir en ce moment. À nous de transformer tout ça. Merci JB pour ta réponse. Il y avait une autre question dans le chat, ou je sais pas si Jolène, tu peux peut-être rebondir sur ce qui a été dit. Ou éventuellement, oui. Pour le coup, oui, il y a des élus, il y a des élus un peu de tout horizon et puis de toute typologie. Après, quand il y a des élus qui font confiance entre guillemets aux techniciens, c'était plus le sens de ma question, c'était de dire, bah, en fait, sur le terrain, les techniciens font. Et, euh, et c'est là où il y a un gros pouvoir, en fait. Et je parle surtout de ce que je connais, donc l'éducation et l'environnement. Il y a il y a un gros pouvoir là-dessus. Après, ce qui se passe sur la signature de traités, de papier, on va dire, là, c'est vraiment de la science politique, comme la science physique sur les glaciers, comme la science humaine l'est sur l'éducation environnementale, etc., etc. Mais, euh, mais je pense pas qu'il faille partir du principe que les élus, on va devoir se battre contre, entre guillemets, mais plutôt étant dans une force de proposition euh, pour dire voilà, bah, un territoire X ou Y peut être l'hôte de réflexion, de mise en place de comment en fait profiter de cette année de la protection des glaciers pour qu'il soit pas juste du greenwashing et puis une volonté de positionnement politique, mais qu'il soit réellement en fait au service du corps scientifique euh, pour mettre à disposition des choses dont la science aurait besoin et dont la politique aurait besoin. En fait, c'est plus cette réflexion-là, je pense qu'il faut avoir là, tout en sensibilisant le public et en créant des programmes d'éducation et d'animation qui y font référence. Ouais. Donc, je pense il y a carrément du taf et janvier, c'est dans pas longtemps. Donc, va falloir se mettre au boulot. Ouais. Ah, mais moi, je laisse sonner une personne qui dit à Trévis qu'il va falloir se mettre au boulot, comme ça, c'est pas à moi de le dire, donc c'est parfait. Merci, Jolan, pour ça. Euh, C'est pas pour, bien, c'est pas pour, Merci. non, mais pas de souci, c'est juste, c'était la très bonne transition. Euh, Moi, je voulais juste compléter ce que tu disais, peut-être en étant un peu plus cynique, mais ça amène un peu de pragmatisme aussi. Une part non négligeable des élus avec lesquels on peut interagir. Moi, j'ai l'immense honneur d'être le directeur de Protector Winters France et de voir une super soirée à vos côtés ce soir. Merci à toutes et tous d'être là. Et une des choses que nous, on voit au contact des élus aussi, c'est qu'une bonne partie d'entre eux écoutent le bruit ambiant.
Et à l'heure actuelle, le bruit ambiant, c'est pas nous qui sommes les plus vocaux, c'est pas nous qui sommes les plus vus, c'est pas nous qui sommes les plus présents. Et, euh, et, euh, et je pense que c'est une des choses aussi, entre guillemets, nobles, comme tu le mentionnais, Jean-Baptiste, de la position d'homme ou de femme politique, c'est de faire émerger les solutions telles qu'elles sont sollicitées par les personnes qui s'expriment le plus ou qui participent le plus au dialogue démocratique. Alors, est-ce que l'état actuel du dialogue démocratique et les outils qui sont mis à disposition des citoyens et des citoyennes pour faire entendre la voix et pour que cette voix, une fois qu'elle est entendue, soit respectée, peut-être qu'on parlera, vous pouvez insérer ici un commentaire sur le résultat des législatives, par exemple, mais une des façons qu'on peut passer outre cette question de savoir si les élus seraient compétents ou pas dans nos moyens, c'est juste en fait de ne pas leur donner le choix de nous ignorer en étant plus nombreux que le reste et plus nombreux que le bruit ambiant qui pouvait être mentionné. Donc, c'est aussi à ça que servent des moments comme ce soir, de se montrer qu'on peut être dans des associations différentes, mais finalement, c'est des communautés de destin qui se retrouvent et d'envie et de passion. C'est à ça que servent les dispositifs de la Voie des glaciers aussi. Et je pense que moi, c'est aussi un des mea culpa qu'on peut se faire en tant que milieu de la montagne à l'heure actuelle. Est-ce qu'on a vraiment fait ce qu'il fallait pour faire comprendre au reste de la population qu'on n'était pas là pour protéger nos glaciers à nous, pour nos activités et nos territoires, mais bien pour protéger une ressource qui appartient à la nation, en fait. Et le mot appartenant, c'est peut-être pas le bon parce que on veut pas une préemption des sociétés humaines sur les entités naturelles, mais peut-être que c'est un des pas aussi. Comment est-ce qu'on arrive à toucher le reste de la population avec le destin de structures qui peuvent leur paraître éloignées, voire très élitistes, alors qu'elles sont liées à leur bien-être et à leur survie au quotidien, quoi. Pour rester dans le thème, je prends juste la question de Lisa qui vient de dire dans le chat, au-delà de mettre les élus face au constat, est-ce qu'il n'y aurait pas un plus grand intérêt à les sensibiliser au même titre que la jeunesse afin qu'ils deviennent moteurs de cette volonté de protection? Je sais pas qui veut se lancer sur ce sujet. Mathieu? Ouais, je dis deux mots et après je te laisse. Euh, oui, il y a un intérêt à les sensibiliser et je prendrai qu'un exemple pour ça, c'est les quelques projections qu'on a pu faire avec la Voie des glaciers où il y avait des élus dans la salle. Ça n'a rien à voir en termes d'impact puisque un élu en fait, ça servait de lieu de rencontre entre les administrés et les élus. Et donc l'élu sortait de là sensibilisé, mais il s'était fait alpaguer pendant toute la soirée par un public petit à petit convaincu par le discours des films qui alpaguait leur élu en disant et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et donc euh, une petite source de motivation supplémentaire pour que les uns les autres, nous, on invite nos élus et élus respectifs euh, autour des projections La Voie des glaciers, parce que c'est un excellent moyen de les sensibiliser. Mais la réponse à la question de Lisa, c'est oui, à mon sens. Simplement, simplement, on en revient toujours au même rapport de force dont JB parle. L'élu, il nous entend, nous, une fois, nous, Montéloy-Lernès, FNE, un autre, une fois, et il entend au quotidien ses administrés qui parlent de problèmes d'urbanisme ou de problèmes du quotidien que l'élu a également à gérer. Et donc, on ne représente encore à l'heure qu'il est qu'une petite voix parmi tant d'autres, y compris à l'oreille des élus, quoi. Ben, merci Mathieu. Et effectivement, je confirme pour avoir porté la saison 2 de La Voie des glaciers que c'est vraiment un bon moyen pour sensibiliser tous les publics. Donc, quand la saison 3 va sortir, si vous voulez organiser des projections, n'hésitez pas effectivement à solliciter les élus de chez vous pour les inviter à venir discuter du sujet et se voir les films et se sensibiliser tous ensemble et de discuter après avec vous et avec les acteurs qui seront présents. Euh, oui, Trévis. Ouais, ouais, par rapport à ça, j'avais peut-être une dernière question, enfin ce qui sera une dernière question si jamais d'autres personnes n'en ont pas d'autres. Je voudrais pas sonner le glas. Euh, mais je voulais revenir un peu sur le cœur du sujet, à ta présentation tout à l'heure, JB, où tu parlais de, enfin, où
tous les deux, vous avez parlé de la nécessité de continuer à protéger les glaciers, du fait que JB t'a dit si on fait le taf, il y aura encore des trucs à protéger. Je voulais mentionner les glaciers en France, mais pas ceux qu'on a l'habitude de plus mentionner, c'est-à-dire ceux des Alpes, mais plus ceux des Pyrénées. Tu me corriges si je me trompe, mais il me semble que les glaciers pyrénéens, aujourd'hui, on sait qu'ils sont tous condamnés. Est-ce que, je me rends compte en te posant la question que ça se trouve, ça va être un peu technique, essayer de te mettre sous le bus de te poser la question comme ça, mais est-ce qu'on a un peu de visibilité pour savoir s'il y a d'autres zones dans le monde où, à l'instar des glaciers pyrénéens, on sait que c'est déjà foutu, et à l'inverse, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres zones où, comme les Alpes, il y a encore beaucoup d'espoir non. En France, on a vachement ce contraste, hein, à quelques centaines de kilomètres entre les Alpes et les Pyrénées, mais, euh, mais on a moins de visibilité sur ce qu'il y a dans le monde. Bon, les Pyrénées, c'est à la fin de l'histoire. Là, il reste moins d'1 km² de glace dans les Pyrénées. C'est-à-dire que vous faites 1 km² dans tout, 1 km dans tous les sens et vous collez tous les glaciers. Il reste des petits bouts de trucs en train de mourir. Je, je- je- il y a des collègues pyrénéens qui suivent tout ça. Euh, Bon, il y a de la glace qui va un peu se cacher. Moi, j'ai vraiment fait ma thèse aussi là-dessus, sur la glace qui devient des fois enfouie. Ça fait des glaciers noirs, des glaciers rocheux. Il reste un peu de glace cachée dans les paysages, mais en gros, on est en train de perdre les glaciers pyrénéens. Dans le monde, c'est probablement des massifs à très court terme. Moi, il y a d'autres petits massifs similaires dans le monde, mais voilà. En gros, plus les glaciers sont petits, plus ils disparaissent vite. Et les Pyrénéens, on en est là. Et les Alpes, en fait, quand je vous disais qu'on peut sauver une immense partie des masses de glace sur Terre en appliquant l'accord de Paris, c'est surtout au niveau international. Les scénarios optimistes pour les Alpes, c'est-à-dire que si on arrive à appliquer l'accord de Paris, le scénario, c'est à peu près un tiers seulement en volume qu'on sauve. On perd quand même 2 tiers, hein, avec l'accord de Paris dans les Alpes. Donc, et les Alpes sont la région au monde, enfin l'Europe est la région au monde, quand on a subdivisé en glaciologie les grandes régions dans le monde, c'est la région dans le monde où on a eu la plus grande perte depuis 40 ans, et on a la perte la plus rapide dans les prochaines décennies. En gros, les Alpes, l'Europe centrale, l'Europe, la région européenne, c'est la région où ça se passe le plus vite. Le réchauffement est particulièrement intense en France et en région européenne. Au Mans, on est aux premières lignes de ce qu'on génère aussi. Et voilà. Et par rapport aux Pyrénées, bah, du coup, là aussi, il y a des impératifs de prendre soin de ces glaciers en train de mourir et de préserver. Une partie est dans le parc national des Pyrénées, mais il y a des initiatives qu'on va développer dans les Pyrénées. Il y a des enjeux, on a le monde de Luchon, par exemple. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait des Pyrénéens tout à l'heure qui étaient par là aussi, de Luchon. Voilà. Et dans le monde, ta question, oui, il y a d'autres petits massifs comme les Pyrénées mais on les connaît pas à vue d'ici, tu vois, mais il y a des massifs un peu secondaires, sans faire sans prendre les Pyrénées de haut du tout, mais des petits massifs comme les Pyrénées dans le monde, il y en a des centaines où on a des petits bouts de glaciers en train de disparaître. Et vraiment, l'enjeu colossal pour l'avenir de la planète, pour la vivabilité de la planète, ce sont les grandes calottes glaciaires, les deux de l'Antarctique et du Groenland, mais les grandes calottes d'Asie centrale, de Patagonie et d'Alaska. Et quand je dis que si on applique l'accord de Paris, c'est ça qu'on peut sauver. En fait, c'est elles qui stockent aujourd'hui énormément d'eau douce. C'est elles qui empêcheront le niveau marin de monter très très haut et très très fort, et qui stabilisent le climat global. Et donc là, on montre que si on applique l'accord de Paris, on peut en sauver énormément. Mais le défi, il est colossal. Ça ne se joue pas à l'échelle locale, à la personne, ça se joue au fait que l'humanité, dans les 10 prochaines années, fasse un pas en avant historique, sans précédent, transformatif. C'est ce que dit le GIEC, hein, ce que dit les grands rapports, c'est transformative change. Ils ont plein d'une terminologie pour dire que c'est pas le petit changement à la bonne franquette, quoi. C'est pas le petit. Euh, c'est des changements radicaux de direction de l'humanité assez rapidement. Et après, voilà. Donc, euh, voilà la photographie. Mais par contre, voilà, je pense que c'est important. Ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'après les glaciers, il n'y a pas rien. Il y a des zones à très fort enjeu écologique, des zones avec une naturalité unique en France et dans le monde, hein. Ce qui est en train d'émerger du retrait des glaciers, c'est les zones les plus sauvages de la planète, tout simplement parce qu'elles sont toutes nouvelles. Et donc, on a un intérêt à en prendre soin, et il faut agir sur les deux en parallèle, comme on le disait. Donc, le climat,
chacun, tous, partout, et puis la protection concrète dans les territoires aussi. Et ça, c'est important. Donc, une question sur la gyrose. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de question sur la gyrose. Ça, c'est pour Mathieu, ça. Je suis en train d'écrire, mais je peux le faire à l'oral. Les solutions alternatives proposées par MV pour le troisième tronçon du glacier de la Girose ont-elles été écoutées et prises en compte par les élus locaux? Les élus locaux, ils sont plusieurs. Il y a le conseil départemental, il y a la communauté de communes du Briançonnais et il y a la mairie de la Grave. Et pour chacun des trois, parce que ce sont trois hommes, la réponse est non. Pour l'instant, de 2017 à 2023, on a connu, eux et nous, une suite de face à face, d'opposition par presse et par recours juridique interposé. Mais ce que je disais pendant la présentation, c'est qu'aujourd'hui, on pousse, on a fait la tournée des popotes pour savoir si tous et tous étaient d'accord pour se mettre autour de la table. Et la réponse étant oui, on pousse auprès de la préfecture et auprès du ministère pour qu'une concertation ait lieu, à l'issue de laquelle ce ne soit pas nos solutions qui priment, leurs solutions qui priment, mais bien une solution consensuelle, puisque aujourd'hui, le territoire est tellement divisé que si, euh, pour schématiser, un camp l'emporte, on ne pourra pas considérer ça comme une victoire. Voilà, donc les solutions alternatives n'ont pas été retenues, mais aujourd'hui, on n'en est plus là et il faut qu'on construise l'avenir du territoire ensemble plutôt que de pousser contre vents et marées nos solutions sur le devant. Du positif quand même, au final. On termine quand même sur une note positive. Euh, ouais, je sais pas s'il y a d'autres questions et je sais pas si JB, Mathieu ou Ben, Laura, vous voudrez Cédric rajouter G. un mot. c'est quoi? Vas-y, JB. Ouais. Ouais, non, le positif, il est là, hein. Juste ce qu'on a bougé en France sur la protection des glaciers, à ma connaissance, il n'y a aucun autre État de cette ambition-là dans le monde. Alors aujourd'hui, c'est un engagement national qui n'a pas de déclinaison et de feuille de route et de moyens, comme je disais. Et comme dit Mathieu, quand on regarde les prises de parole ministérielles, il faut aller creuser pour voir vraiment l'ambition. Mais en tout cas, cet engagement, il est, il est, il est fort et à l'international, il porte quelque chose. Et ça montre que quand les scientifiques prennent leur part, je pense que Ice and Life a comment dire, une dimension de plaidoyer scientifique, politique hors norme dans le monde dans le monde académique que je connaisse. En tout cas, on n'est pas les seuls, il y a d'autres gens qui portent d'autres choses, mais en tout cas sur ces thématiques haute montagne, je connaissais aucun groupe de scientifiques qui apportait des choses comme nous. Et ça montre que quand on bouge scientifiquement, avec des belles publis, quand on agglomère la société civile, bah là on a l'engagement associatif ce soir de structures comme MV et Protector Winter. Nous on a aussi beaucoup mobilisé le monde de l'entreprise. Comme je vous montrais tout à l'heure, le Ice and Life est porté par des mécènes. Certains sont là ce soir aussi et je les salue. Sans eux, on ne fait pas ça. Donc là, le monde de la philanthropie, des fondations, le monde des entreprises qui veulent impacter. Je pense à Millet, par exemple, en France, ou à Patagonia, ou à Picture. En tout cas, nous qui sommes mécènes, qui sont euh, fait qu'à la fin, on écoutait différemment. Donc, comment la note positive, je pense que sur ce sujet où, en tout cas, on a avancé tous les pions, maintenant, il faut agir et il faut être vigilant. Par contre, on a la chance d'avoir cette année 2025 où ça va bouger dans le bon sens, où en tout cas, on sera là pour dire où sont les choses concrètes, parce que les grands discours, c'est important, mais maintenant, c'est des actions qu'il faut. Mais en tout cas, ça montre qu'on a bougé tous les curseurs vers l'avant avec relativement peu de conflits, mis à part à la Grave, parce qu'il y a un gros enjeu économique, mais par rapport à d'autres thématiques de protection de la nature, ce qui s'est passé autour des glaciers, c'est plutôt très très doux. Je vous dis parce que ce qu'on voit passer au Conseil national de la protection de la nature sur les autres thématiques, c'est pas du tout aussi doux. Voilà, quand tout le monde se mobilise et tire sur la corde et remonte les choses avec une forte ambition, quand la société civile s'active dans des collectifs, dans des alliances, et ben on arrive à faire des miracles, c'est peut-être un grand terme, mais en tout cas, on arrive à bouger les lignes et, euh, et voilà, on voit que ça inspire aussi au niveau international. Donc, à voir sur quoi ça aboutit. C'est vrai qu'on on aurait tendance à être moins positif quand on voit certaines dernières actualités, mais, euh, mais on partage.
on partage ton enthousiasme, JB chez Po. Même quand des fois c'est plus dur, on se dit, bon, quand même, on a l'immense chance d'avoir devant nous à relever le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. On aurait pu naître avant, on aurait raté ça. Ça aurait été dommage quand même. Donc, euh, donc rien que ça vaut le coup d'être positif. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des dernières questions. Je vois qu'il est 20h07, on est encore 55. J'en profite pour te remercier JB, te remercier Laura d'avoir été avec moi ce soir, te remercier Matt et remercier même de manière générale nos amis de Mountain Wilderness. On est très content d'avoir pu avoir cette discussion avec vous. C'est pas les dernières. On a encore du travail justement pour porter la voix des glaciers, tout un tas de choses, mais en tout cas, merci à vous trois d'avoir été présents ce soir et merci à toutes les personnes qui sont venues écouter nos discussions. Je vais couper l'enregistrement.